Bon, bonsoir à tous. Alors, ça fait toujours un peu bizarre parce que donc on a des gens à distance, on a des gens sur place. On ne voit pas les gens à distance, mais on peut les. D'ailleurs, ça fera une expérience différente de Zoom ou de Teams ou de Meet ou de whatever. Voilà. Là, on les voit pas. On voit des vrais gens devant nous, mais en fait, la majorité des gens sont à distance, mais on ne les voit pas. Ce qui est une introduction pour cette rencontre ASDN autour d'Uber. Donc, je suis Nicolas Rambremer, je suis le président de Renaissance Numérique, puis par ailleurs le patron de Spintank. On est sur la Xème édition de Aux sources du numérique, qui est notre book club autour des sujets du numérique et de la société, lancé il y a quelques années, qui a connu des hauts et des bas et qu'on relance depuis quelques éditions en partenariat entre le Conseil national du numérique et Renaissance numérique, dans l'idée que assez simple, que Hubert connaît bien, puisque Hubert a assisté à pas mal d'ASDN comme auditeur, et que cette idée, je n'allais pas dire qu'on la lui a piqué, mais on s'est quand même inspiré du travail incroyable qu'Hubert Guillot mène depuis un certain nombre d'années à lire des livres sur le numérique et partager des conclusions. Sauf que lui, il le fait de manière écrite souvent, et nous, on s'est dit qu'on allait le faire de manière orale. Voilà. Et donc, le retour d'écran, voilà, quand Hubert a écrit un livre, et puis après, ça a mis un peu de temps à faire qu'on relance le format ASDN, on s'est dit que ça serait intéressant d'écouter Hubert et de dialoguer autour de ton livre. Voilà. Et donc, on le fait ce soir avec moi, avec Hubert Guillot, est nécessaire de le présenter, et Dominique Pasquier, qui vient là pour l'entité CNUM. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter ou faire une transmission. Est-ce nécessaire aussi de vous présenter? C'est même. Voilà. Donc, selon la sainte tradition, normalement, tu as un petit moment d'introduction sur d'où vient ce livre, pourquoi tu l'as écrit, à quoi il répondait, etc. Tu as un moment comme dans une start-up, Hubert. Tu dois pitcher ton livre, nous expliquer d'où ça vient. Et puis après, on a des questions, des remarques, des questions de lecteurs, des interrogations, des réactions, etc. pour entamer une conversation. Et c'est la partie intéressante aussi d'éléments. Donc voilà, à toi la main. On parle donc de Coincé dans Zoom, à qui profite le télétravail, chez FIP Édition, qui est apparu en fin d'année dernière et qui est disponible dans toutes les bonnes librairies et en ligne, bien évidemment. Alors le pitch, bonjour à tous. Le pitch, comment dire, c'est un peu difficile, je ne sais pas bien faire ça. Malgré tout, j'ai été frappé, on a tous été frappés de ce qui nous est arrivé en mars 2020 en fait. Et ce qui nous a certainement frappé dans cet arraisonnement brutal où d'un coup est sorti, voilà, il fallait rentrer chez nous, se mettre au télétravail, du chômage partiel était prévu, enfin quelque chose qui a choqué les gens en fait, hein, vraiment, une transformation assez forte. Et dans cette transformation assez forte, il y a un outil, la visioconférence qui s'est imposée très très vite. Et j'ai trouvé ça assez stupéfiant en fait. La visioconférence a un long passé, elle existe depuis longtemps, il y avait eu des tas d'outils qui avaient un peu disparu avec le temps, mais en un mois à peine, ou en tout cas en quelques jours, ces outils ont émergé d'une manière vraiment époustouflante en fait. Juste pour prendre un chiffre, en 2019, l'entreprise Zoom, c'est 10 millions d'utilisateurs. En avril 2020, c'est 300 millions d'utilisateurs. Vous ajoutez à ça tous les autres services existants, etc. Un coup, il y a eu une sorte de cristallisation autour de ces outils, alors que jusqu'à présent, depuis le temps qu'on nous parlait de la visio ou du télétravail, ce n'étaient pas des outils qui avaient très bonne presse, qui n'étaient pas très employés dans les entreprises. On préférait un petit peu plus les conférences téléphoniques, les conf calls aux outils de visio. Et le télétravail a longtemps, alors il existe depuis longtemps, on le promeut depuis le début des autoroutes de l'information en nous promettant qu'il allait transformer les choses, que l'Internet allait permettre par ce biais-là de transformer le monde. Et on voit qu'il a plutôt été peu utilisé, hormis
principalement par des cadres et des CSP+, qui l'utilisaient plutôt comme je prolonge mon week-end depuis mon lieu de villégiature et je télétravaille un petit peu, en fait. Hein. C'était le cadre essentiel de ce télétravail, c'est un télétravail de cadre, avant en tout cas la pandémie, et un certain nombre de personnes qui le pratiquaient avec beaucoup d'assiduité, mais la plupart du temps, en fait, dans ce cadre de télétravail, c'était souvent c'est un télétravail peu intensif, quelques jours par semaine, voire quelques jours par mois seulement. Et c'est ça qui a basculé. Et on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vous propose une réunion, la première question, c'est même pas de savoir le lieu, c'est quoi l'adresse du lien, en fait. Et la plupart du temps, il y a donc eu une bascule, et c'est ça qui m'a interrogé en fait. Comment c'est allé si vite? Pourquoi c'est allé si vite? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de notre rapport au travail? Qu'est-ce que ça dit de ces changements-là? C'est ça que j'ai voulu interroger coincé dans Zoom. Voilà. Parce que Zoom, c'était aussi le mot qui s'est imposé, même si Teams est depuis, où les solutions libres se sont depuis imposées largement. Zoom, c'était le mot-clé, en fait, qui nous a fait démarrer en mars 2020, plein d'endroits où on s'est connecté à ce service parce qu'un simple lien, une simple URL sur votre téléphone ou sur votre écran d'ordinateur permettait en fait de s'y coller tout de suite. Dominique, est-ce que c'est vous qui commencez? Ouais. Ça marche pas bien de mon côté. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je me demande si on m'entend à distance, mais voilà. C'est bon. Voilà. Je vais dire tout. Première réaction. On n'a pas la voix de retour. Ok. Hubert Guillot, je le connais, il est capable de faire un compte-rendu de bouquin tellement bien fait qu'après, il n'y a pas un journaliste qui se donne la peine de lire un livre. Donc, il est assez fortiche pour ça, donc pour faire des belles synthèses où il y a tout dedans. Et là, il y a 2 livres en un. Et je vais essayer de questionner ces 2 livres en un parce qu'il y a un livre sur Zoom, qui est donc un dispositif sociotechnique qui permet de faire de la visio. Et puis, il y a quand même beaucoup un livre sur le télétravail. Alors, les 2 livres en un, peut-être moi, la première réaction que j'ai essayé de réfléchir ces 2 questions qui sont assez différentes, en fait. Par rapport aux milieux sur lesquels je travaille comme sociologue, c'est-à-dire plutôt les classes populaires, des gens non diplômés, etc. Bref, typiquement les gens qui n'ont jamais participé ni au télétravail, ni se sont jamais appropriés ce type de dispositif. Et là, je m'aperçois, quand je réfléchis par rapport à ce type de public, qui sont pourtant tout à fait internautes, hein, je m'aperçois que ça ne pose pas les mêmes questions. Alors, bien sûr, ils ont été exclus du télétravail, et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps dans le livre, et il y a plein de chiffres super intéressants sur le pourcentage de cadres, qui ça a concerné, le fait qu'il y a eu une appropriation assez différente dans les professions intermédiaires, notamment, ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce serait peut-être quelque chose à développer, parce que je n'étais pas certaine de savoir où se poser les problèmes en termes de frustration pour les professions intermédiaires par rapport au cadre. Et quand je réfléchis par rapport au milieu populaire, je m'aperçois que télétravail, ils sont exclus. Et puis, il me revient les lectures du sociologue Bernard Lahire dans La raison des plus faibles, qui est un très beau livre sur ouvriers et employés de service, et qui explique à quel point les valeurs du face-à-face, comme porteur, le face-à-face est porteur d'authenticité, de franchise, de courage dans l'interaction. Eh ben, on se dit, finalement, c'est évident qu'aucun dispositif sociotechnique à distance ne peut marcher pour cette population-là. Si le corps, en plus le corps est un outil de travail, donc l'absence du corps, puisqu'on voit que le visage, tout ça, ça fait beaucoup d'éléments qui laisseraient penser que, de toute façon, ça ne peut pas être pour eux. Et en même temps, et c'est peut-être là où je me suis posé la question, ce sont des populations où on se sert énormément, plutôt de l'oral que de l'écrit, plutôt de dispositifs synchrones que de dispositifs asynchrones. On n'utilise pas le mail, quoi, parce que c'est écrit, parce que c'est asynchrone, mais on utilise énormément Skype, on utilise WhatsApp, en visio. Donc, l'image a été portée par ces populations-là. Alors, je ne sais pas, c'est pas une question, c'est plutôt une réflexion qui m'est venue en lisant le livre. Je me suis dit, tiens, c'est pas pour eux, pourtant ça pourrait.
Je suis d'accord, c'est pas pour eux. Certainement parce que sont convoqués avec ces outils de visioconférence une façon d'être, une culture d'entreprise qui va avec, une forme. Il faut savoir se projeter. Comment dire, les classes sociales supérieures ont tendance à savoir mieux se projeter que d'autres. Dans le temps, dans l'espace et aussi dans les écrans en fait, parce qu'il faut avoir une posture, il faut parler clairement, fort, distinctement, faire signe quand on veut parler. Donc il y a toute une posture qui va avec l'usage de ces outils en fait, et en plus ce sont des outils de groupe. Or, si on regarde bien, on avait durant le même temps en fait, bonjour. On avait durant le même temps tout. Comment dire, ça y est, on est plus muté. On est revenu au zéro. Je ne sais pas si on peut continuer. Ok. Coupez vos micros. Voilà, c'est la règle numéro 1. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on a tous ce mouvement de visioconférence en fait. Alors, reprenons le départ. On est 2003, Skype, 2000, Flash Meeting, donc les premiers outils de visioconférence. On en retrouve même encore avant, dans les années 90, sous des formes de tests XY. Ce que ça montre en fait, c'est que les gens sont plutôt contents du dispositif. Ça leur sert à rien, mais ils sont très contents de participer, de la nouveauté, de la modernité, etc. Donc, il y a ce premier phénomène de la visio. Et puis, ce sont des pratiques qui vont rester très centrées dans certains domaines, dans des grandes entreprises internationales, auprès de cadres du télétravail, les grands nomades du digitaux, ceux qui traversent le monde avec ces outils. Et c'est là où ils vont être surtout utilisés. Avant 2019, Zoom, c'est l'outil de phare des digital nomades, de ces personnes qui travaillent un coup à Bali, un coup à Mexico, et qui font tout à distance avec des équipes qui sont à l'autre bout du monde. Voilà. Mais d'un autre côté, derrière ces pratiques de visioconférence, il y a d'autres pratiques qui sont montées, qui ne se rapprochent pas vraiment de la visioconférence, c'est toutes les pratiques de messagerie instantanée. Donc, messagerie instantanée type SMS, voire développée derrière avec des WhatsApp ou des Messenger, sur lesquels les gens s'échangent des choses et se mettent en fait petit à petit, quand les fonctions sont là, à faire de la vidéo en fait. Et à en faire beaucoup parce que ça devient disponible, c'est pas cher, c'est même, ça n'a pas de prix en fait, ça n'a aucun prix et tout le monde se met à en faire en fait. Et donc il y a ces pratiques-là sont très existantes. La grande différence en fait, c'est que ce sont beaucoup des pratiques one-to-one, c'est-à-dire d'une personne à une autre en fait. On le fait avec ses proches, ses très proches, sa famille, de temps en temps avec un employé ou son patron, etc. Mais ça reste quand même plus, plus, plus rare et plus illimité. Et c'est peut-être là où il y a une différence, en fait, pour moi, entre des outils qui permettent toujours une forme de continuité, mais qui restent dans un registre de l'intime, du direct, etc. Et des outils qui vont au-delà, qui sont des sortes de mise en scène de soi ou qui favorisent des mises en scène de soi. Et on le voit d'ailleurs très bien dans le comportement des élèves durant la pandémie, en fait, où ils étaient très mal à l'aise d'allumer leur caméra devant les autres élèves, devant des profs, etc., parce que la caméra révélait quelque chose de leur existence, de la difficulté, du fait qu'ils n'avaient pas forcément une chambre à eux, etc., de leur intimité, et qu'ils ne voulaient pas nécessairement mettre en avant, et qui a été vu par beaucoup comme un côté, finalement, tu n'es pas responsable ou tu ne veux pas t'impliquer, etc. Alors que non, c'était une expression de son intimité qu'on ne voulait pas faire montrer ou qu'on ne pouvait pas montrer, en fait, parce que justement, se projeter dans ces systèmes, c'est pas forcément très évident. Alors, je pense que la différence, c'est vraiment le côté très simple et comment dire, ce que disent les études depuis le début autour de la visio, c'est qu'elle facilite vraiment les, les choses pour les gens qui se connaissent bien, que ce soit dans le travail ou à côté, en fait. Et on le retrouve vraiment là. Dans le travail, la visio a très bien marché pour ceux qui se connaissaient déjà. Elle a été bien plus difficile à mobiliser
pour des collectifs de travail qui ne se connaissaient pas. D'ailleurs, on le voit dans plusieurs études, la productivité est restée assez forte pour les collectifs qui se connaissaient bien. Les échanges avec d'autres collectifs ou d'autres ou d'autres groupes de travail, etc., ont été plus difficiles quand les gens se connaissaient. Donc, je pense qu'il y a vraiment un côté de rapport à l'intimité dans ces outils avec cette bout de nuance-là. C'est super clair. Mais juste, si je peux continuer sur ce thème-là, je suis en train de faire des entretiens d'ouvriers et d'employés des services à la personne, donc des gens qui ont moins que le bac, qui sont des gens qui ont répondu à un questionnaire via un panel et qui ont accepté le principe de l'entretien. Je l'ai fait par Zoom parce qu'ils sont aux quatre coins de la France. Et là, je découvre qu'un entretien mené par Zoom avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui n'a pas l'habitude de Zoom, c'est assez duraille. Notamment, le silence est impensable. En plus, quand je fais des relances d'acquiescement, de ce qu'on fait classiquement dans l'entretien, vas-y, continue à parler, ça casse l'interaction complètement. C'est-à-dire, il s'arrête immédiatement de parler en face. Donc, il y a un effet d'amplification des formules d'acquiescement et un effet hyper plombant du silence qui rend les entretiens pénibles. J'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais bon, voilà. Donc, ça confirme des choses qui sont dans le livre sur cette espèce d'habitus qu'il y a derrière Zoom, en fait, qui est un habitus de classe, parce que j'ai fait des entretiens de vidéastes, faire l'habitude de parler en public, sans problème, sans problème. Mais, je suis d'accord. Moi, j'avais plusieurs thématiques que j'avais envie de lancer. Une, c'est dans l'étrange rapport dans ton livre entre la France et les sources anglo-saxonnes américaines. Si je devais le synthétiser, j'ai pas réussi à l'écrire comme une analyse, mais c'était assez intéressant à la lecture parce qu'il y a un mélange entre le reflet d'une culture managériale française et du rôle de la Réunion, une critique ou enfin un regard Hubert Guillot, donc un peu critique, etc., sur justement ce rôle de la Réunion, et puis aussi une observation de la recomposition de ce rôle de la Réunion et des travers managériaux français, etc., qui se combine aussi à une autre critique, mais qui est plus anglo-saxonne, avec des sources des David Graeber, des Goodhart, toutes les sources des gens qui sont ceux qui ont produit vachement de contenu, etc. Et puis un peu des premières études qui ont été faites, qui ont été publiées, et comme par hasard, les anglo-saxons, enfin les Américains beaucoup, ont été plus prompts, rapides, avec plus d'échelle, plus de terrain, à produire plus de choses, et donc nous nourrissent forcément d'analyses. Voilà, et on importe vachement ces critiques. Et elles se combinent dans des trucs parfois où je me disais, mais c'est quand même bizarre parce qu'il y a des choses parfois contradictoires dans la fin du sens, de la perte de sens des bullshit jobs, etc., du sentiment de plus savoir quoi faire, dans le désir de se retrouver autour d'une table dans la bonne réunion à la française, d'être ensemble. Et je trouve qu'il y a des choses très contradictoires. Et que tu assumes, je trouve, dans la lecture. Mais en même temps, on sait plus trop en fait ce qu'on critique. Est-ce que c'est le bullshit job américain cadré par les Américains? Est-ce que c'est la réunionite à la française et ces mots, voilà? Est-ce que c'est la combinatoire des deux, ou au contraire, d'un certain point de vue, des solutions qui ont été apportées à tous ces mots managériaux, de perte de sens de nos travaux, etc. Voilà. Alors, tu trouves pas trop que Zoom est une solution au problème, enfin, que le télétravail et la vidéoconférence sont une solution au problème. Enfin, d'ailleurs, tu ne prononces pas, mais je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Je dis quand même ça que m'intéresserait d'essayer de comprendre un petit peu comment, quel fil tu traces dans la recomposition qu'on a eue en France de ces outils qui ont été adoptés mondialement avec notre air français. En fait, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit que j'aurais aimé creuser le truc. tu me rappelleras, parce que je vais d'abord répondre à l'incise. Je ne suis pas vraiment d'accord. Oui, il y a une vision critique, je suis toujours un petit peu comme ça. Mais malgré tout, je reconnais que l'outil a eu des avantages. L'un des avantages nets, c'est de permettre au cadre de récupérer en fait et du temps de productivité et du temps de... Enfin,
Aujourd'hui, si les cadres ne veulent plus aller en réunion et préfèrent faire un Zoom, c'est parce qu'ils vont gagner leur après-midi, en fait. Et cet après-midi, ils vont pouvoir la mettre à profit pour travailler, etc. Si la visio a aussi bien fonctionné pendant 2 ans et si elle continue depuis, c'est bien parce que, en fait, elle a été source de productivité, en tout cas pour les cadres, ceux qui ont une forme d'autonomie, etc. Ils ont gagné du temps, de l'argent, de l'efficacité. Avec le temps, ça s'épuise peut-être un petit peu, mais en tout cas, dans un premier temps, ça, c'est net. Donc, il n'y a pas que des points négatifs, en fait. Il y a aussi des points positifs. Après, sur la question France-États-Unis, moi, je n'ai pas du tout composé ça comme ça. Enfin, je suis une éponge, j'aspire un petit peu de partout et j'ai essayé de donner un peu de la complexité à ce sujet en le regardant un petit peu sous tous les angles. Alors certes, il y a des grands mouvements des évolutions du travail et du télétravail qu'on peut dire d'une certaine manière un peu mondiaux et que Zoom et que ces outils-là révèlent en fait ou cristallisent d'une certaine manière. Et puis de l'autre, il y a nos travers ou nos façons de faire qui là aussi en fait se sont parfois abîmés dans l'outil. Enfin, moi, j'ai entendu on m'a rapporté des cas où ce qui se passait, c'était des réunions Zoom du matin au soir parce qu'il fallait être là et pas ailleurs. Il fallait être comme si on était tous au bureau, en fait. Donc, il y a eu beaucoup de pratiques comme ça. Alors, c'est Laetitia Vito et Philippe Zilberstein dans le livre qui en parlent beaucoup, donc plus spécialistes que moi de ces sujets. Mais je pense qu'on a justement l'idée, ce que je voulais faire un petit peu en évoquant tous ces cas, c'est de montrer qu'il n'y a pas une réponse unique, c'est une gamme en fait, dans lesquelles les entreprises et les collectifs ou les individus ont essayé de puiser des formes de solutions variant selon les endroits, selon les lieux, etc. Et qu'on a souvent tendance à mettre un cadre d'analyse un peu unique sur quelque chose qui est bien plus divers qu'on le pense. Il n'y a pas un télétravail. L'étude de la DARES que je cite longuement montre qu'il y a, voilà, eux, ils ont fait 5 grandes catégories de télétravailleurs. Et c'est super parlant parce que ce ne sont pas que des catégories socio-professionnelles. Ils y mêlent des contraintes. Donc, il y a les hyper télétravailleurs, ceux qui sont en intensif, qui font ça quasiment toute la semaine et qui vont jamais au bureau et qui existent depuis longtemps, qui faisaient déjà du télétravail avant la pandémie, qui ont continué à en faire et qui en font de plus en plus. Il y a des gens qui sont passés en intensif et qui sont restés très intensifs encore sur le télétravail. Ce qu'on voit le plus en fait dans le télétravail, et c'est souvent, c'est que ça non pas, il ne s'est pas tant étendu, cette extension passant de 1,8 million, si je ne me trompe pas, de télétravailleurs avant la pandémie à 10 millions au plein cœur de la pandémie, puis se rétractant petit à petit, ça c'est une extension. Donc tout le monde a pensé, oui, le télétravail s'est étendu. Non, il s'est surtout intensifié pour ceux qui le pratiquaient le plus et qui le pratiquent encore plus qu'avant en fait. Et donc, les restes, ceux qui n'y ont pas eu accès, comme tu disais tout à l'heure, bah oui, les ouvriers, ils sont 5% à avoir télétravaillé. Donc, oui, pour eux, ça n'a pas été la réalité. La réalité, ce sont ceux qui sont restés en place. Quant aux professions intermédiaires, elles ont plutôt connu le chômage technique que les cadres, alors que les cadres, majoritairement, ont été mis au télétravail. Donc, c'est en fait, comment dire, pour répondre à ta question, je dirais que j'ai essayé de faire mon chemin dans cette complexité-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est de montrer que c'est peut-être plus compliqué que ce qu'on pense, en fait. Et c'est comme ça que j'ai assimilé les choses des uns, les choses des autres pour les recomposer. Ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé dans la conclusion et qui m'a frappé. En gros, l'idée, c'est que quand on est sur Zoom, on ne peut pas se disputer, on ne peut pas avoir de conflit. Il y a même quelqu'un qui dit on ne peut pas faire un deal sur Zoom parce qu'on ne peut pas négocier, quoi. Et ça, j'y avais jamais pensé. Et c'est vrai que bon, moi, je connais bien les mœurs universitaires, hein, et on voit très bien que dans les colloques euh, en réel, ben, on dit toujours après une présentation, ah, c'est très intéressant, merci, puis après, schlack, on défonce. Et là, sur Zoom, quand il y a quelqu'un qui fait une présentation, on applaudit, on ne dit plus la phrase. C'était passionnant, merci. Et on ne dit plus des critiques aussi violentes. Donc je me suis dit, c'est vrai. Et pourquoi? Je ne sais pas, c'est pas toi qui as inventé Zoom, mais je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir
d'engueulades ou de différends qui se règlent sur Zoom. Mais c'est vrai, hein, c'est vrai, mais Je pense qu'il y en a eu quand même, hein. Il y a toujours des gens un peu énervés, et donc il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas eu. Mais effectivement, je ne sais pas bien expliquer, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un cadre formel qui vient avec ces outils. Il y a une manière de se présenter, il y a une manière d'être au monde d'une certaine manière qui nous impose en fait, hein. C'est Stéphane Broadbent qui dit on a l'impression d'outils du management des années 50 qui ont été inventés là par des ingénieurs. Et on a un peu cette ode un peu à un management top-down, vraiment très traditionnel, avec des gens qui prennent la parole, d'autres qui prennent la parole ensuite. Pour lever la petite main, pour poser votre question, n'oubliez pas, il faut bien lever la petite main. Et voilà, il y a une sorte de processus, de rituel qui se fait avec et qui laisse effectivement peu d'espace. Mais c'est difficile. Quand vous les engueulez, vous accélérez le débit, en fait. Donc, les effets de latence de l'outil, les effets d'agression, ce sont plus, en fait. Je vous rappelle qu'on est aussi en frontal, on voit le visage des gens, c'est tout de suite plus agressif, en fait. En fait, quand on voit une posture générale avec quelqu'un qui s'énerve, on sait s'il va nous sauter dessus ou si quand même, non, c'est juste un énervement, mais voilà. Là, il y a plein de signaux, en fait, qu'on n'arrive peut-être pas à lire. Donc, tout ça explique peut-être aussi ceci, en fait. Je n'ai pas la clé, bien évidemment. Enfin, dans le livre, je fais beaucoup de références à des analyses de psychologues ou et de sociologues aussi qui essayent de montrer ça. Mais la difficulté, en fait, c'est d'arriver. Il y a un changement de nature avec ces outils qu'on arrive très mal à caractériser, en fait. Mais je pense que au début, nous avons dit oui, on va passer du présentiel au distanciel, comme si c'était juste un changement sans conséquence, en fait. Et on s'est bien rendu compte, en fait, bah non, c'était un changement qui a des conséquences. Encore une fois, je reprends l'exemple des enfants et des élèves. Le rapport à ces outils a été très difficile. Le peu d'études qui commencent à apparaître là-dessus montrent plutôt que, là encore, si ça s'est bien passé dans les bons lycées, quand vous êtes à un niveau d'études bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, etc. La plupart du temps, ça s'est relativement bien passé, même s'il y a pu avoir des cas difficiles. C'est bien plus difficile avec des élèves qui ne sont pas structurés, qui n'ont pas l'habitude de l'autonomie, qui n'ont pas l'habitude de travailler seul, etc. Donc, on voit bien que c'est pas, on ne passe pas du présentiel au distanciel aussi d'un claquement de doigts. C'est plus compliqué pour certains publics et pour certaines formes d'apprentissage. Donc, il reste une question qui reste entière, en fait, où on a l'impression d'un outil qui va nous permettre de tout faire. Et non, il y a des difficultés qui sont restées, en fait, dedans et qui posent question, je pense, aujourd'hui aux sciences sociales, en fait, et qui nécessitent vraiment un regard en se disant bah, pourquoi ça n'a pas marché avec certains types de publics, en fait. Je rebondis un peu là-dessus parce que c'est un peu la même, c'est une thématique assez proche. Moi, il y a, alors, dans ta première partie, qui est celle sur le confinement plutôt, il y a une idée par page. Et donc, moi, je notais, réagissais, etc. Il y a beaucoup de trucs. Et il y a un moment que j'ai vraiment intéressé, qui m'a intéressé, c'est page 62, où tu parles, le travail à distance permet-il d'innover? Et où tu distingues, en gros, c'était un article que tu cites de Anne-Sophie Moreau. Qui est dans Philosophie Magazine, bref, et où elle distinguait le labeur, appliquer des process, etc., l'œuvre, c'est-à-dire fabriquer, maîtriser, produire quelque chose, etc., et l'action. Avec cette citation magnifique, être isolé, c'est être privé de la faculté d'agir, de Hannah Arendt. Et ce sentiment, et moi, ça reconsidérait beaucoup, enfin, ça a connecté beaucoup mon sentiment de cette période-là, où j'avais l'impression d'être dans l'œuvre à certains moments parce qu'il fallait que j'écrive des trucs, etc., où j'avais une capacité de m'isoler à certains moments, mais une énorme difficulté à faire de l'action. Bon, ça a duré 1 an, vraiment, alors que moi, j'aime pas mal agir. J'aime, en tant que patron d'une petite PME, etc., dans cette période-là, avec une petite centaine de personnes à gérer et tout ça, c'était compliqué. Je passais mes journées dans Zoom et j'avais l'impression de ne rien faire, de ne jamais pouvoir passer à l'acte et que les choses n'arrivaient pas à s'enclencher. Alors qu'on passait un temps fou. Et je trouvais ça très intéressant et je l'avais jamais, je trouvais ça mis des mots dessus de manière très juste et très fine sur cette capacité d'initier. Et moi, c'est un des retours beaucoup que j'ai eu de cette période-là où on arrivait à être ensemble,
on arrivait à faire tourner des machines, on était assez productif à le faire, mais vraiment la capacité de lancer quelque chose de neuf, pendant un an, on n'y a pas réussi, et depuis, on a toujours du mal à la relancer, parce qu'on trouve des modes un peu hybrides, mais on a des comportements, on a toujours ce mal à être ensemble. Et donc, c'était plutôt une réaction, encore une fois, sans beaucoup de questions. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et on avait vanté, et c'est un peu paradoxal parce que, mine de rien, on a plein de professions, plein de gens qui savent initier des trucs malgré tout depuis 20 ans qu'on a Internet, on a Synchrone, on sait quand même, on a su lancer plein de trucs. Il y a plein d'endroits où on a dit, et moi j'ai fait partie des apôtres qui expliquaient que la connexion sur Internet facilite aussi l'innovation, l'émergence de choses neuves, etc. Mais peut-être qu'il y avait toujours cette nécessité de ce passage réel, de ce petit ingrédient où la communauté se cristallise dans un bootcamp, dans un lieu de coworking, dans un Fab Lab, dans je ne sais quoi, et qu'il a manqué ça. Et je t'aurais bien fait réagir un petit peu sur cette partie-là. Oui, bah, c'est un constat que j'ai fait, en tout cas aussi, mais que tout le monde a partagé, il me semble, hein, effectivement. Les entreprises ont continué, on a pu continuer à faire les projets existants, initier des nouveaux projets, c'était impossible ou super compliqué. Parce que en fait, initier des nouveaux projets, ça demande en fait de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas dans les équipes, de discuter avec eux. Et quand on ne les connaît pas, bah, avec un outil qui est finalement très émotionnel en fait, hein, parce qu'il nous demande de convoquer nos expressions faciales, nos visages, nos émotions d'une certaine manière, bah, c'est difficile parce qu'on se met à nu avec quelqu'un qu'on n'approche pas nécessairement et c'est pas si simple en fait. Donc je pense qu'en fait que c'est beaucoup lié à l'outil en fait, à cette synchronicité. On a eu une réaction très émotionnelle avec lui et c'était peut-être pas la meilleure réaction qu'on pouvait avoir. Et oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, on a vu beaucoup de projets qui étaient rendus plus difficiles, voire impossible. Oh, il y a eu des études qui montrent, par exemple, chez Microsoft, les échanges de mails, etc., ont augmenté entre les gens de mêmes équipes qui travaillent déjà entre eux et ont diminué avec, dans les échanges entre des équipes différentes, en fait. Parce que en fait, bah, on a privilégié les relations qu'on connaissait bien pour les faire fructifier, pour les faire avancer, etc., pour les faire discuter, et on a mis de côté les relations plus lointaines qu'on pouvait avoir en fait. Et en fait, il est là aussi ce glissement qu'il y a dans ces outils. En fait, pour le généraliser, j'ai l'impression que tous les outils ont des fonctionnalités, des fonctionnements, un design qui implique des choix en fait profonds sur leur nature, sur ce qu'ils nous font faire, etc. C'est pas la même chose d'utiliser un Facebook Messenger, un Slack, un Zoom, etc. Et il y a des conséquences qui vont avec, il y a des modes de fonctionnement qui s'impliquent et qui sont très difficiles à saisir et à comprendre en fait, parce que justement, ils reposent sur des choses qui sont de l'ordre du social, du psychologique, pas seulement de l'économique, et qui sont très difficiles parce qu'en fait, on ne les a pas regardés vraiment encore jusqu'à présent. Je sais pas si ça... Et alors, moi, je rebondis, mais parce qu'en parallèle, donc là, on est très dans l'univers du travail et du télétravail et de Zoom, Team, Meets, tous ces outils de téléconférence entre nous. Mais en parallèle, des endroits de live vidéo, il s'en est créé et il y a eu une créativité incroyable. Moi, je me souviens de ce moment de confinement. J'ai l'impression d'une concentration dans mon univers de travail, d'une réduction, d'une tenue, de quelque chose de serré où on passait beaucoup de temps avec une Zoom fatigue, etc. Et à côté de ça, une respiration par des lives Instagram complètement délirants, des gens sur Twitch qui faisaient des choses folles et qui tout d'un coup trouvaient un public assez nouveau et une grande curiosité, une grande ouverture à quelque chose de très différent. Et ça me semblait comme un paradoxe, comme si le monde du travail se renfermait, se mettait dans des petites cases, dans des process réduits un peu à des portions congrues, alors que la créativité se faisait tout ailleurs. Et que moi, j'ai découvert enfin, des moments de... alors, c'était plus le confinement, je pense, qui créait et la pandémie, qui créait une recherche de communion. Voilà, et c'était un peu la même chose quand on redécouvrait son voisin en applaudissant à 20 h, etc. Mais il y avait quand même aussi une autre curiosité qui me semblait très paradoxale.
Et du coup, c'est un peu ma question derrière, c'était, on sent que tu t'es mis dans l'univers professionnel sur cet outil-là, etc. Mais cet outil, il a un continuum quand même avec d'autres outils de vidéoconférence, voilà, qui font partie maintenant quotidiennement de nos vies. Enfin, peut-être tout le monde ne va pas sur Twitch, effectivement, mais des lives sur Instagram ou sur Twitter ou peu importe, qu'ils soient audio ou vidéo, font vraiment pour le coup. Concert de Beyoncé ce week-end, je pense qu'il a été salement retransmis, partagé en vidéo, etc., dans des formats un peu. Et du coup, est-ce que le deuxième tome de Coincé dans Zoom s'est libéré dans TikTok? Quelle horreur. Voilà, Non, mais en fait, c'est peut-être pas allé jusqu'au bout, mais j'en parle aussi, en fait. Il y a effectivement une zone de créativité assez folle. On se souvient des cours de yoga ou des cours de sport en ligne dans des lives YouTube. On se souvient du concert de BTS qui, en 2 jours de spectacle, a fait l'équivalent en recettes de 40 jours de tournée. Enfin, c'est énorme en fait. Et il y a effectivement des possibilités créatives qui sont générées, souvent en dehors, à côté, effectivement, par des gens qui avaient besoin de trouver des revenus dans un moment particulièrement difficile. On peut penser aux coiffeurs qui donnaient des cours de coiffure sur voilà, des restaurateurs. Il y a eu toute une inventivité, en fait, hein, pour contrer un petit peu ce moment difficile. Elle a été très riche, certainement assez mal documentée, en fait, effectivement. Et je ne sais pas s'il en reste grand-chose aujourd'hui, à part dans le monde de la formation qui a vraiment basculé dans ces outils-là, mais alors à 200% sans se poser toujours de bonnes questions. Mais je ne sais pas ce qu'il est resté de cette créativité-là, mais effectivement, il y a eu des endroits de créativité jusqu'au pire. Hein. On peut aussi citer le pire, c'est-à-dire le FaceTime final hein, dans les EHPAD et dans les hôpitaux où les proches ne pouvaient pas venir voir leurs parents qui étaient en train de décéder et où on a mis en place des outils de vidéo pour dire un dernier au revoir. Enfin, il y a aussi cette, voilà, voilà. Donc il y a des choses difficiles qui se sont aussi mises en place. Donc il y a eu effectivement des réactions comme toujours, de la créativité, un peu débridée dans tous les sens, le pire, le meilleur. Effectivement, on en a peut-être, ou on a du mal à en faire le bilan, mais je pense effectivement qu'il y a eu quelque chose de fort. Et d'ailleurs, on le voit à certains endroits, on n'en est pas revenu, on est resté coincé dans Zoom. Hein, alors c'est le cas bien évidemment dans les webinaires, etc., les réunions, les conférences, on en est une parmi d'autres. Alors celle-ci est hybride, mais il y en a plein qui ne sont pas revenus hybrides et qui sont restés. Je pense que c'est les universitaires qui aujourd'hui la formation et les universitaires, c'est vraiment les 2 endroits où on est vraiment resté dans ces formes-là, mais pour des tas d'autres raisons. Ça coûte pas cher, c'est facilement mobilisable, c'est facilement intégrable. Il y a aussi tout ce côté économique qui va derrière ces outils, ce qui permettent. Voilà, c'est une analyse d'ensemble et c'est ce que j'ai essayé de faire en allant voir un peu tous les coins en fait de ce qui se passait et de ce que ça transforme.
Alors, et sans le savoir. Et au théâtre, on voit très bien que le fait qu'un spectateur devant soi regarde sa montre, tiens, c'est long. Et ben du coup, on commence à trouver la pièce longue. Donc cette contagion des groupes, elle est pas très présente dans le livre, alors qu'à mon avis, elle est super importante pour comprendre en quoi ces outils nous coupent des émotions qui permettent de comprendre les autres et de s'aligner finalement. Ben, c'est pas forcément un alignement idéologique, mais c'est un alignement par contagion qui me semble super important, moi. Je ne sais pas si tu y as consacré assez de place. Non, mais peut-être que je n'ai pas trouvé grand-chose non plus sur cette question, en fait. Autrement que dans des bouts d'analyse sur la question de la Zoom fatigue ou des mobilisations du comportemental, en fait, ou des injonctions comportementales qui étaient faites, genre bien s'habiller pour certains, sourire pour beaucoup, et ou des formes de comportement en fait que le média le média nous obligeait d'une certaine manière. Mais oui, je suis d'accord, c'est certainement un des nombreux manques du livre. Certainement parce que, en tout cas, au moment de le rédiger, il n'y a pas eu, ou je n'ai pas suffisamment trouvé de matière pour aller jusque-là. Oui. Enfin, ça reste toujours le plus difficile, hein. Moi, j'aimais bien cette réflexion de Zeynep Tufekci, qui dit voilà, on a compris qu'il y avait des fonctions latentes et des fonctions manifestes dans ces outils. Dans les fonctions manifestes, c'est travailler, enseigner, etc. Oui, ok, on comprend ce que ça veut dire. Mais il y a des fonctions latentes qui vont avec, en fait, et que ces outils ne transmettent pas, qui sont apprendre de l'autonomie, apprendre la sociabilité à plusieurs. Et ces outils-là nous coupent ou en demandent une autre, en fait. Et effectivement, alors qu'il y a des tas de choses de signaux faibles ou qu'on décode en fait automatiquement sans y penser, genre si Dominique sourit, je vais avoir tendance à sourire parce que c'est naturel. Et dans ces outils, c'est peut-être pas toujours aussi évident. C'est ce qui explique une partie de la Zoom fatigue, bien évidemment, parce qu'on a du mal à décoder ces formes-là, ces interactions-là. Est-ce que c'est vraiment un sourire ou est-ce qu'il est en train de se foutre de ma gueule? On ne sait pas trop. Voilà. Donc je pense qu'il y a une distance aussi qui s'est mise dans ces outils. Moi, j'ai essayé de la traiter sous cet angle de questions que ça nous posait. Et je ne suis pas allé jusqu'aux formes de ce que ça nous disait, en fait, quand on était effectivement, quelle est la réaction des élèves quand tout le monde a sa caméra éteinte? Ça ajoute quelque chose d'autre, en fait. Voilà. Eh oui, ça ampute complètement. Peut-être que on a des questions dans la salle ou à distance. Je ne sais pas s'il y a des questions à distance. Manifestement pas. Est-ce que dans la salle vous avez des questions? Allez, une première. Merci. Alors, moi, j'ai pris des notes pendant que vous parliez parce que vous avez parlé de plein de choses. Et je vais vous faire part de quelques réactions. Alors, sur le nombre de réactions que j'ai, il y en a peut-être une ou deux que vous avez trouvées pertinentes. C'est sur l'adoption des outils. On va commencer par ce sujet-là. Et ça a été brusque. Et ça ressemble quelque part à ce qu'on fait dans les entreprises quand on appelle ça la conduite du changement, la stratégie du choc. Donc là, on profite d'un choc pour aller dans le sens de l'adoption des outils. Il était voulu, il me semblait qu'il y avait une volonté politique de favoriser le télétravail, vous l'avez évoqué tout à l'heure d'ailleurs, et voilà, c'était une occasion. Ensuite, j'ai noté que Zoom, en fait, la vidéoconférence en général, elle est uniquement dédiée aux échanges formels, c'est-à-dire on a une réunion, on la transpose sur Zoom. Mais dans un espace de travail, il y a beaucoup d'échanges informels qui, eux, ne sont pas transposables sur les outils qu'on a. On n'a rien inventé pour l'instant qui corresponde à ça. Et je le mets en relation avec la réflexion que je me faisais, c'est exactement le rôle inversé des espaces de coworking. Il y a des gens qui ne travaillent pas ensemble, mais qui se trouvent sur le même lieu parce qu'il y a une ambiance de travail, il y a un petit peu d'échange, tout ça. Il n'y a que les échanges informels dans un espace de coworking, mais l'échange formel, c'est du Zoom. Oui, ça c'est quelque chose, bon, vous parliez du management à la française. Les réunions, il me semble, en tout cas dans
dans mon expérience qu'il y avait plus de réunions pendant la pandémie sur Zoom que de réunions en présentiel quand on était vraiment au travail. Parce que ça devient quelque part une preuve de présence. On voit qu'on travaille parce qu'on est dans une réunion. En fait, le vrai travail, je pouvais le faire que le soir, après les horaires de bureau, parce que sinon, en journée, on ne s'en sortait pas. J'ai remarqué aussi dans les choses qui restaient après cette période, c'est des nouvelles habitudes, vous l'évoquiez. Je regarde les offres d'emploi. La plupart des offres d'emploi mentionnent hybride. Ce n'est pas totalement du télétravail, mais au moins ils ont intégré l'espace de télétravail, alors qu'avant, c'était assez rare, ces offres d'emploi hybrides. Oui, on parlait aussi des engueulades. Pour les engueulades, il y a de l'affect qui travaille dans les engueulades. Il n'y a pas que. Et les réunions Zoom en vidéo, c'est surtout de l'intellect. L'affect, il est réduit. Il n'y a pas de langage corporel, il n'y a pas. Vous en parliez, mais ouais, c'est une des raisons qui me semble moins pertinente pour dire il y a moins d'engueulades parce qu'il n'y a pas de, il y a moins d'affect. Voilà, donc si quelque chose, vous avez envie de rebondir aussi. Je vais juste rebondir sur le début. C'était pas gagné en fait que Zoom s'impose. Souvenez-vous un tout petit peu, si on se souvient bien, en fait, ces outils n'étaient pas dans notre champ de vision le 16 mars 2020. Personne ne faisait vraiment beaucoup de télétravail. A priori, les conf calls auraient dû s'imposer. Pourquoi ces outils de visio se sont imposés? Sincèrement, mystère et boule de gomme, quoi. Si, moi, ce que je l'explique par la simplicité. En fait, vraiment, le côté, c'est un lien, tu cliques dessus, où que tu sois, tu y accèdes. Ça, je pense que ça a vraiment été la fonction phare de ces outils, vraiment. Mais souvenez-vous, les gens quittaient l'entreprise avec les ordinateurs, paniqués en disant, mais on va travailler comment, en fait je pense que toi, tu as l'habitude, etc. Vous êtes numérique par essence et vous saviez faire avec et mobiliser d'autres types d'outils, mais c'était pas plein de gens. Ça n'a pas été aussi évident. Et ces outils sont venus petit à petit, très rapidement, par le bouche à oreille, les gens qui l'utilisaient le recommandent à d'autres, etc. Et ils se sont imposés rapidement. On parlait quasiment pas de Zoom le 16 mars. Fin mars, c'était fait. Au début avril, 300 millions d'utilisateurs. À nouveau, il s'est passé quelque chose qui n'est pas venu forcément top-down, en fait. Assez souvent, ce sont les salariés qui ont fait remonter l'outil et qui l'ont fait arriver dans les entreprises. Mais ça aurait pu être d'autres. Ça aurait pu être des Slack-like, des Discord, quoi que ce soit, qui se sont imposés aussi. Mais je pense moins que la visio. Mais moi, je rebondis parce que mon expérience, c'est marrant parce qu'on avait animé avec la CNIL fin 2020, je suis perdu dans le temps, justement un sujet sur sujet de télétravail et où revenait beaucoup l'idée de la surveillance et voilà. Et je pense qu'il y a aussi là-dessus, il y avait des cultures américaines et européennes de surveillance des employés, des régulations qui ne sont pas les mêmes aussi, qui ne sont pas exactement les mêmes en fonction de ce qu'on a le droit de faire, avec des entreprises anglo-saxonnes qui sont allées assez loin dans la surveillance de ce que les gens faisaient à distance, sur les logiciels espions, d'activités sur l'ordinateur, etc., etc. Et en revanche, je pense qu'en France, il y avait aussi ce côté, je vais me montrer effectivement un peu plus, je vais participer aux réunions. En revanche, moi, ma pratique n'était pas du tout celle-là. C'est-à-dire que moi, effectivement, moi, ça a été réduit avec la direction de ma boîte, voilà, et on était en vidéo ensemble parce que bah, c'était compliqué. On avait un truc compliqué à résoudre ensemble et on ne pouvait pas se voir. Et on passait du temps et on s'engueulait. Enfin, il y avait des émotions qui passaient. Donc, c'est-à-dire que je pense qu'il y avait des zooms avec émotions qui sont arrivés. Il y a le zoom managérial un peu costaud, etc. On faisait la réunion, c'était compliqué d'avoir de la voix de feedback, un peu ce qu'on a dans un all hands meeting pour parler en anglais avec plein de gens. Mais ce côté, moi je pense que les bons zooms, il y a eu des émotions très fortes qui sont passées, quoi. Des choses assez vraies en fait. C'était pas que de la présence, ce côté, il faut se montrer, il faut être là. Voilà, je pense que dans beaucoup de collectifs qui se tenaient et qui vivaient une épreuve ensemble, bah, c'était quand même de la coprésence. Et moi, je me souviens, ça a beaucoup été le premier marketing de la vidéoconférence, ça faisait ça, hein, sur la téléprésence et la coprésence. Hein. Et puis après, rapidement, tout le monde a abandonné cette idée parce qu'on se rendait compte que c'était moins bien.
et que faute de mieux, c'était ce qu'on avait de mieux, en fait. Je pense que c'est ça qui adopte cette idée de ce qu'on pouvait magnifier plus de coprésence. Et moi, ça m'interroge un petit peu dans l'ouverture, pour faire le pont, depuis 1 an, ça a un peu baissé, là, depuis 6 mois, mais voilà. On disait qu'un peu le futur de ça, de Teams, de Zoom, c'est un métavers en commun où on est vraiment coprésent, ou en tout cas via des avatars, et où on n'est pas juste un homme écran dans un cadré dans un logiciel derrière son laptop avec ses collègues dans cette grille, mais dans quelque chose de plus riche. Et ça, bon, t'en parles un peu, t'en parles pas vraiment, il y a peut-être un peu d'ouverture, etc. Et on voit que les réponses ont été nulles depuis 3 ans. Teams a essayé de mettre en place d'autres solutions. On émule une table de réunion ou une salle de classe ou je ne sais quoi, etc. Mais ça marche pas. C'est pas adopté. Est-ce que tu crois à cette prolongation pour prolonger, d'avoir une coprésence un peu plus costaude pour répondre à ça, ou est-ce que finalement c'est juste le retour en réel qui résoudra nos problèmes? Alors, je mets mon chapeau de Nostradamus, j'en sais rien. Non, il y a deux choses. Je ne crois pas trop dans ces coprésences métavers plus immersives, etc., qui demandent des formes d'implication du corps encore plus fortes et de la présence un peu plus forte. On le voit quand même aujourd'hui avec ces outils. Les gens le mettent en fond, en fait. Ils font une réunion, ils sont là en hybride et ils mettent l'outil en fond pour ceux qui ne sont pas là. Enfin, on voit qu'on n'est pas dans une ultra projection de soi, en fait, dedans. C'est un canal ouvert pour diversifier, pour rendre les choses possibles, pour fluidifier plus qu'autre chose. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors après, il y a quelques démonstrations. Le dernier outil de Google où il paraît que c'est formidable, on se met face à l'écran, on a l'impression que la personne est sortie de l'écran. Ok, peut-être, etc. Mais je ne sais pas si c'est dans la technique que ça se joue. J'ai plutôt l'impression que c'est dans les questions sociales que ça pose qu'il y a des réponses à trouver, en fait. Je ne suis pas sûr que ce soit une réponse par la technique qui va nous faire avancer. Je suis plutôt persuadé que c'est des questions sociales et leur résolution ou leur compréhension qui nous permettent d'aller plus loin. Il y a une question en ligne. Oui, c'est moi, vous bah, m'entendez bien? Vous m'entendez? Oui, on vous C'est entend très Olivier bien. Desbier d'un grand groupe, je fais de la prospective dans un groupe d'assurance et donc merci pour cet échange. Merci à Hubert, à Daniel et à Dominique et Nicolas. C'est très intéressant. Moi, j'ai été assez surpris que vous passiez pas mal d'échanges à discuter en fait des codes de conduite, de la grammaire induite par ces nouveaux outils. Et c'est vrai que c'est un élément qui est extrêmement intéressant et dans lequel on peut se retrouver quand on pratique au quotidien, soit Zoom ou soit Teams plutôt dans mon cas. Et j'avais une question donc pour Hubert, mais qui reprend un petit peu celle de Nicolas, mais je vais être beaucoup moins long que Nicolas. Dans ma question, c'était effectivement un petit exercice de prospective. Moi, je me demande si Hubert, tu reviens dans 5 ans aux sources de numérique. Donc, est-ce que tu crois que tu vas écrire un bouquin où on sera toujours coincé dans Zoom, ou est-ce que tu penses qu'il va y avoir un rééquilibrage de ces outils? Et je te pose cette question parce que je me demande si, à ton sens, quelles pourraient être les conséquences dans 5 ans? Là, on a beaucoup parlé des adaptations ou des mauvaises adaptations, peut-être plus favorables au cadre, moins peut-être pour les étudiants. Donc comment tu vois le futur du travail dans 5 ans? Sans forcément aller dans le métaverse, mais juste en disant que peut-être ces outils seront certainement toujours présents, donc les conséquences que ça pourrait avoir sur nos manières de travailler. Merci. En gardant ces outils-là en axe de vue, je pense que moi, ce que je vois, c'est plutôt en fait une intensification pour ceux qui s'en servent, plus qu'une extension à ceux qui ne s'en servent pas. J'ai quand même l'impression qu'on a rencontré des blocages en fait vis-à-vis de ces outils. Il y a certaines personnes qui n'y sont pas allées. Même aujourd'hui, quand vous faites de la formation, on voit par exemple tout ce qui se passe aujourd'hui autour des écoles, des universités, alors écoles de l'enseignement supérieur, universités, etc. Il y a un mouvement qui s'appelle Stop Distanciel, qui essaie justement de faire une action en disant aujourd'hui le distanciel devient et s'étend en fait de partout. Sans qu'il y ait ni de raison épidémiologique, surtout pas, mais surtout ça s'étend des fois pour des questions qui deviennent politiques en fait. On va limiter les grèves en faisant basculer tous les étudiants
sur ces outils-là, voilà, pour casser, pour casser les collectifs. Et puis, on va l'étendre, en fait. Bah, vous payez des études supérieures à vos enfants, puis vous vous rendez compte qu'en fait, bah, ouais, bah, finalement, c'est presque un jour par semaine sur Zoom. Et puis après, ça passe à une semaine. Et puis, il y a des cours complets qui glissent, etc. Alors, c'est quoi notre... je pense qu'il... enfin, aujourd'hui, c'est devenu quand même une modalité économique. Ces outils sont devenus un moyen de faire bah, du cours moins cher, de la formation moins chère, parce qu'il y a plus de monde qui sont connectés. Donc voilà, ça va certainement continuer à s'étendre. Le problème, c'est l'inadéquation avec certains types de publics, en fait. Vous avez aujourd'hui des CAP de boulanger qui se font sur YouTube quasiment. Hein. Vous avez des cours, vous devez répéter le truc, vous envoyez la photo ou la vidéo du plat que vous avez fait et vous êtes noté là-dessus. Et il coûte 3 fois moins cher il coûte 2 000 € à la place de coûter 8 000 €. Donc, il y a voilà. Le problème qu'on constate, comme dans tous ces outils de visio, etc., c'est que ce n'est pas les mêmes publics. Absolument pas les mêmes publics. Les élèves en présentiel sont majoritairement bah, des jeunes gens qui viennent suivre des études. Or, les gens qui viennent faire ces CAP à distance sont des gens qui ont déjà eu une formation avant et qui ont l'autonomie pour pouvoir gérer ces outils, cette distance, cette mise à distance de soi et des autres, etc. Donc, je pense que cette question-là, en fait, cette sociabilité ou cette difficulté de sociabilité dans ces outils, elle n'est pas traitée. On ne la regarde pas suffisamment et on ne sait pas la résoudre. Et donc, à mon avis, dans 5 ans, le problème est le même en décuplé. Et le provocateur. Hein. Que ça soulève d'autres questions, interrogations, rebonds. Bonjour et merci pour cet entretien. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous démolir juste après avoir dit ça. Et donc, non, moi, ce que ça m'évoque, moi, je suis artiste, hein, donc ce que ça m'évoque, c'est le rapport à l'écran, en fait, tout ce que vous avez dit. Alors, du coup, je pensais à quelque chose, au phénomène d'empathie, par exemple, qui marche très bien au cinéma, par exemple. Avec un écran de cinéma, vous êtes face effectivement à une personne, bon, un acteur, qui est face à vous, mais avec lequel, en général, vous avez de l'empathie, et c'est ça qui peut créer effectivement de l'émotion, de l'affect, etc. Alors c'est vrai que le contexte, évidemment, n'est pas du tout le même, parce que vous êtes en train de regarder un film, il y a un scénario, il y a une narration, voilà, il y a beaucoup de choses, un contexte qui est évidemment pas du tout le même que dans le monde du travail. Voilà, mais je trouvais que vous n'étiez pas aussi tout à fait d'accord. Alors qu'avec ces outils de télétravail et la visio, vous aviez l'air de dire que les émotions passaient pas. Quand vous faites les entretiens, par exemple, avec des personnes, justement, il n'y a pas cette empathie, vous n'arrivez pas finalement à la créer. Alors que vous aviez l'air de dire qu'au contraire, ça pouvait même décupler au contraire les émotions. Enfin voilà, moi voilà ce que ça m'évoque. J'ai pas vraiment de questions. C'est peut-être sur cette histoire de peut-être de scénarisation. Est-ce que c'est ça qui pourrait permettre qu'avec ces outils, en préparant les choses, finalement, une conférence ou enfin quel que soit ou la réunion, etc., de façon peut-être scénarisée, est-ce qu'on arriverait bah, à être moins coincé dans Zoom, quoi. Voilà. Merci. Je pense que sur la question d'émotion, c'est très ambivalent en fait. D'un côté, on y a tous plongé parce qu'on avait besoin de voir nos proches qu'on ne pouvait plus voir, parce qu'on avait besoin en fait de retrouver une forme d'émotion, etc. Et on y a tous été frustrés parce qu'en fait, ce n'était pas le même mode d'émotion ou d'émotivité qui était possible en fait. Encore plus quand on était dans des réunions à plusieurs que dans des one-to-one. Hein. Je pense qu'il y a certainement une différence assez forte. Voilà. Puis en plus, avec des collègues, par rapport à de la famille ou des amis, ça peut être aussi très très différent. Mais je pense qu'il y a effectivement une vraie question là-dessous, autour de la question de l'émotion.
Non, moi, la question de l'émotion, elle était pas décuplée, hein. Je pense qu'elle est rarement décuplée par l'outil, quoi. Et elle était forte avec des gens proches. Je pense que le sujet est le passage à l'échelle aussi et de la transmission. Mais l'émotion, on la transmet beaucoup avec du non-verbal, en fait, et pas forcément avec le visage. Donc, je pense que là c'est c'est talking head, c'est vraiment de la merde. C'est-à-dire, c'est très, très inférieur à la richesse de la proximité qu'on a dans la vie courante. Et dans le monde du travail, on a bien trouvé ce qu'on avait le droit de dire en Zoom et ce qui nécessitait une interaction individuelle. Je trouve d'ailleurs, il y a un moment, tu en parles dans le livre, où des moments, bon, bah, il y a des choses, il faut qu'on se voit, quoi. Voilà. Et ça, je pense que ça ne simule pas. Enfin, ça évolue. Jean, tu as l'air de vouloir réagir. Non, je pense qu'il y a un truc un petit peu qui rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire en nous privant de certaines choses, ça a permis de les mettre en évidence et de nous rendre compte en fait de ce qui faisait le tissu de nos relations, quoi. Donc on est privé du groupe, on se rend compte qu'on a besoin du groupe pour apprendre. Évidemment, certains chercheurs le savaient, on le savait par la pratique, mais là on le voit très très bien. On voit combien est-ce que le médium fait le message, encore une fois, etc. Et on voit qu'en fait, en réunion, on s'énerve potentiellement. Et en fait, on nous a jamais appris vraiment à conduire une réunion non plus. On nous a jamais appris complètement à parler, appris à lire le corps de l'autre quand il parle, etc. Évidemment, plein de personnes savent le faire, mais c'est des choses qu'on apprend un peu sur le tard, mais on nous a jamais vraiment dit, bah, là, fais attention, là, pense à ça. Là, en fait, quand cette personne est dans telle circonstance, en fait, elle peut vouloir dire ça, mais aussi ça. Et donc, ne tire pas de conclusions précipitées. Et justement, vous disiez, les artistes sont, par exemple, au cinéma, peuvent transmettre une émotion avec juste leur buste. Et ils ont appris à le faire. Et on a appris à les lire. Et donc, je me demandais si dans 5 ans, en fait, si on se projetait dans 5 ans, en fait, il n'y aurait pas cet apprentissage quand même de comment est-ce qu'on se parle et comment est-ce qu'on se conduit les uns vis-à-vis des autres et comment est-ce qu'on apprend à lire l'autre, comment est-ce qu'on décale dans le temps potentiellement certaines réactions et pour le mieux, parce que bon, si on ne s'énerve pas, c'est d'autant mieux. Oui, mais il y a peut-être une façon de faire avec ces outils qui doit effectivement être pensée, réfléchie. Je fais une réunion Zoom, voilà, et donc c'est pas la même chose. Je dois la penser différemment, la scénariser. Moi, j'appelle ça de la scénarisation. Vous voyez, voilà. C'est ça. Et de la même manière que l'on a subi finalement nos émotions sans vraiment les contrôler ou quoi, là, on subit un outil qui dirige aussi nos façons de nous exprimer, nos émotions, et on se retrouve toujours soumis à quelque chose qu'on ne contrôle pas, que ça vienne de nous-mêmes ou que ça vienne de l'extérieur. Peut-être qu'il y a un moment où on va pouvoir faire cette bascule et vraiment cette révolution numérique, quoi. On va vraiment prendre contrôle un petit peu de ce qui nous lie et prendre conscience aussi, surtout. Je vais être un petit peu moins optimiste, un peu plus critique que toi, mais il y en a déjà qui arrivent très très bien à maîtriser Zoom, qui arrivent à pérorer pendant des heures dedans, à discuter, à imposer, etc. Enfin, il y a des apprentissages qui se sont faits très vite, en fait, aussi, bon, qui ne sont pas sous l'angle de l'émotion, qui sont plus sous l'angle du pouvoir un petit peu. Voilà, c'est aussi c'est pour remettre du jeu dans la question. Et ce que tu disais sur l'information est aussi intéressant parce que, enfin, sans être complètement dedans, mais en regardant d'assez près ça, effectivement, on voit plein d'acteurs d'information ont essayé de tout mettre à distance pour des raisons moi j'aurais dit plus économiques que politiques, hein. Ça coûte beaucoup moins cher, on peut former beaucoup plus de monde, mais ça rejoignait paradoxalement un moment où les MOOC, la promesse des MOOC ou des cours à distance, etc., était un peu en train de s'essouffler, etc. Là, tout d'un coup, il y a eu un nouvel essor ou quelque chose de très intéressant. Et puis, ce truc de learning à très grande échelle ou avec YouTube, qui est la plus grande base de cours du monde et qui effectivement pose ces sujets d'apprentissage. Et on voit, moi, j'ai assisté comme pas mal de monde à voir Oussama Hamar faire une formation où il vend il vend, je sais plus, 500 balles pour vendre une formation à encore plus cher, à 5000 balles, et où il s'est fait en quelques heures quelques millions d'euros, etc., dans un magnifique schéma de Ponzi. On voit bien que à la fin, la résolution de ces problèmes reste quand même dans le apprendre à apprendre, dans le apprendre à découvrir, dans cultiver l'autonomie des gens, dans la renforcer, la développer, parce que
ça reste toujours la clé d'une politique publique à cet égard. C'est empêcher les gens de se faire avoir en leur donnant des clés de résistance et leur donner aussi la capacité de profiter et devenir capable de passer un CAP de boulangerie en le faisant chez soi s'ils le veulent, parce que ils sont dans zone rurale, que c'est loin, que je ne sais quoi, qu'ils n'auront pas accès, etc. Et que cette promesse, elle reste valable, mais on n'arrive pas à l'actionner, pas complètement. On a du mal, en tout cas, à l'actionner. Mais pour moi, elle reste valable. Oui, Il faut la rendre valable parce que si on ne la rend pas valable, en fait, si on ne donne pas aux gens les moyens de résister, de se développer, de se rendre autonomes dans ces outils, ils se font avoir aussi. je suis bien d'accord avec toi. C'est peut-être pas si simple en fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment est-ce qu'il faut ou comment on peut apprendre aux gens à devenir autonomes. Enfin, c'est comme le passage entre le collège et les études supérieures. Vous avez des enfants qui ne sont pas autonomes dans leur apprentissage, dans leur savoir. Et c'est avec le temps, avec l'expérience, en faisant et refaisant, qu'ils vont comprendre en fait si finalement, s'ils font tout ça, c'est peut-être d'abord pour eux, ça va leur apporter quelque chose, des compétences, etc. Et que c'est un long entraînement qui prend du temps. Et ça, on peut le projeter aujourd'hui en disant, bon, oui, oui, c'est super, les gens vont pouvoir, mais on ne devient pas autonome comme ça, en fait. Et ça prend du temps, c'est long, c'est lent, et on a du mal à mettre et les moyens qu'il faut dessus et les bonnes modalités pour le développer. Mais effectivement, un CAP pour un petit jeune qui est perdu dans les Vosges, de pouvoir faire n'importe quel CAP à distance, etc., ça serait formidable. Le problème, en fait, c'est que c'est pas possible pour lui, en fait. Il en est la plupart du temps euh, un peu empêché ou incapable, en fait. Il y a besoin d'autres formes d'apprentissage pour qu'il puisse arriver à s'autonomiser. Et ils sont pas là, en fait, où on sait pas, où ils sont plus difficiles à acquérir, où ils dépendent d'autres apprentissages pour y arriver. Je vais vous laisser le micro parce que sinon les gens dans Zoom ne peuvent pas. Moi, une question que rebondir sur votre remarque. Effectivement, un CAP de boulanger, on peut le faire à distance, mais on transfère quand même, ça a un coût moindre pour l'organisme de formation, mais on transfère un certain nombre de coûts à ce petit jeune des Vosges. Et l'autre élément, puisque vous l'avez évoqué en introduction, madame, aussi, sur des métiers qui sont très loin de Zoom, vous étiez sur les aides à domicile, il y a un sujet quand même, en tout cas de management, quand l'écart se fait de plus en plus entre un manager qui, lui, est sur la distance et qui a ces possibilités et la réalité d'un métier qu'il faut accompagner en tant que manager. Donc, Zoom, il y a peut-être un autre tome qui est l'indigestion de Zoom, certains, et l'absence de Zoom pour d'autres. Et le sujet de Zoom, je trouve qu'on le cite beaucoup sur des classes supérieures. Et le sujet, alors je suis provincial, je m'excuse, mais je vois la rue là, et je pense qu'un jour, un éboueur qui passe là, quand il aura un planning et qui verra jamais son manager, je ne suis pas sûr qu'il reste dans le métier comme notre futur boulanger. Donc ma question, c'est de savoir comment, en tout cas dans la réflexion, alors c'est peut-être plus la sociologue qui sera capable de m'éclairer, mais comment on recrée du lien. On parle de lien au travail, là on parle de lien entre hommes, avec des niveaux d'activité qui sont différentes. Et réindustrialiser la France, ça veut dire effectivement aussi avoir des techniciens de maintenance dans l'usine. Donc une relation à un manager qui est parfois de plus en plus loin. Donc comment lier ça? Je ne sais pas si ma question est claire. En tout cas, mon boulanger, il a besoin, en tout cas c'est ce qu'il demande souvent, d'avoir un jeune qui est au plus près, parce qu'on lui reproche de ne pas avoir les codes. Et ce n'est pas sur les codes à distance que je crée une interaction professionnelle. Je suis un peu critique, mais ça me paraît important, le Je marché pense du que vous travail. posez des questions qui sont fondamentales. Et aujourd'hui, je pense que dans le monde du travail, la, la situation du management a complètement bougé. C'est vraiment quelque chose qu'on essaye de beaucoup traiter dans le dossier, vous pouvez le prendre, hein, qui est vraiment euh, on voit que dans les métiers subalternes, ouvriers, aide à domicile, etc., on est complètement heurté par le contact avec les machines, notamment dans les entrepôts Amazon où il y a le travail de David Delorio là-dessus. Finalement, la commande vocale, c'est un robot qui dirige l'ouvrier pour prendre les paquets à chaque endroit et c'est très très mal vécu
avec l'impression que soi-même, on est devenu une machine parce que on agit en fonction des ordres donnés par cette machine. Donc, je pense que effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pas simplement la visio et le télétravail, c'est une révolution du monde du travail plus générale, hein, à cause, ou grâce parfois à des outils numériques qui peuvent, dans certaines situations, aider. Hein, les aides, par exemple, permettent de charges trop lourdes, mais sinon, c'est quand même un bouleversement des manières de diriger des équipes, c'est un cassage des collectifs dramatique, notamment pour les métiers subalternes, où le collectif est finalement le seul moyen de porter une voix. Hein. Et on voit que bon, ça a été lié quand même à la chute de la syndicalisation qui est en train de remonter là, mais disons que c'est des vraies questions auxquelles on a des réponses assez parcellaires hein, finalement, mais je pense que c'est très difficile de savoir comment ça va évoluer tout ça. Et les métiers où on touche le corps, et les aides à domicile en milieu rural par exemple, sont des métiers complètement traumatisés par l'obligation des cadences qui sont données par des machines, c'est-à-dire par des logiciels qui disent toilette, tant de temps, telle personne, tant de temps, etc. Donc on est dirigé par des machines pour accomplir des tâches qui relèvent de l'empathie et du toucher. Donc c'est très étrange en fait. Pour rebondir et compléter, mais vous trouverez des éléments là-dedans. Enfin, en fait, on a parlé ici d'une forme de télétravail, hein, celle de Zoom, celle des cadres, etc. Mais il y a effectivement cette deuxième forme de télétravail. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent en dehors de leur entreprise. On ne les appelle pas des télétravailleurs et pourtant, ils sont tout le temps à l'extérieur. Ils sont chez des clients, ils sont chez des patients, ils sont à l'extérieur, ils sont monitorés par des machines, eux. Mais c'est pas les mêmes. Les comptages se font différemment. Et donc, il y a une autre population, en fait, qui sont pas coincés dans Zoom, ils sont coincés dans des applications au nom bizarre mais il y a une sorte de complémentarité ou de miroir ou par défaut, en fait, entre l'un et l'autre, en fait. Mais je pense, effectivement, il y a ces deux phénomènes et là, on a regardé la visio, mais il y a d'autres formes en fait, et qui ne sont pas par visio, qui ne sont pas synchrones, qui peuvent être plus asynchrones, etc. Et oui, qui existent et qui sont là et qui sont très présentes en fait. Certainement plus présentes encore que ce dont nous avons parlé. Dans les réunions Zoom de la pandémie, vous aviez les cadres tous ensemble en costume dans Zoom et les ES qui étaient à l'usine en train de faire ou dans les magasins en train de faire. Comme si, en fait, dans ce moment-là, les deux mondes s'étaient encore plus séparés qu'ils n'étaient. Le défi de les faire revivre ensemble me semble effectivement intéressant. On arrive doucement, mais sûrement sur la fin de notre heure consacrée au sujet. Et Dominique a fait une très bonne transition avec les, les travaux du CNUM, du Conseil national du numérique, qui vient de publier Travailler à l'heure du numérique, corps et machines, qui a un long, on appelle ça quoi, un dossier dans le CNUM aujourd'hui, ou quelque chose, un ouvrage, voilà, etc. Voilà, que je n'ai pas encore lu, contrairement à Coincé dans Zoom, qui paraît chez Philippe Edition, mais qu'on peut trouver, j'imagine, assez facilement sur Internet, voilà, en écrivant au Conseil national du numérique, qui est un dossier porté par Justine Cassel, Olga Kochagina, Dominique Pasquet et Eric Salobir, avec, voilà. Vous faites pas le tour de la question, mais vous ouvrez un certain nombre de pistes quand même. Hein. Il y a de la... Ouais, la question est trop large pour être ouverte. Et puis, peut-être pour conclure, sauf si vous avez un dernier mot, recommander à tout le monde donc la lecture de Coincé dans Zoom, à qui profite le télétravail. Je pense qu'il y a dans ce livre l'ouverture d'une bonne quarantaine ou cinquantaine de travaux de recherche en sociologie, d'angles qui peuvent faire le titre d'une recherche suivie, ou des recherches qui n'auront jamais lieu parce que, trop tard, en fait, la pandémie est derrière nous et que c'est une autre page qui s'ouvre et que en fait il y a toutes les thèses qu'on aurait pu imaginer faire et les terrains d'expérimentation qu'on aurait pu imaginer mener
mais qu'on ne mènera jamais, et parce que c'est pas grave. Merci infiniment, Eric, d'avoir été parmi nous. Voilà. Et puis, à bientôt pour un prochain numéro aux sources du numérique sur les réseaux. Merci. Merci à vous.